éviter de faire ça, parce que ça peut faire des dégâts. On va voir si ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien. C'est parfait. Bonsoir à tous. Je vole l'introduction à mon amie Julie Rateau parce que je souhaitais, en ces lieux, rendre hommage de façon très brève à Alain Nicolas, qui nous a quittés très récemment et qui était le fondateur du MAOA et qui s'était effectivement déjà penché sur ces questions, puisque je crois que le musée comptait des têtes et crânes d'Océanie des Amériques qui étaient exposés alors. Et voilà, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais je voudrais lui rendre hommage puisqu'il a disparu récemment, le 14 septembre 2024, que Bénédicte Cyr, son épouse, est présente et que je la remercie de m'avoir rappelé cet engagement qui était le sien. Et voilà. Et donc, poursuivons cette réflexion. Et d'ailleurs, j'ai aussi appris qu'il s'était à la fois intéressé au musée de Tervuren comme du MEG à Genève. Et c'est peut-être pas par hasard que finalement on prend le relais aujourd'hui pour approfondir et prolonger ces questions. Donc, merci à tous de votre présence. Bienvenue dans un débat qui est sensible, notamment à Marseille. Et je passe la parole tout de suite à mon amie Julie Rateau, historienne de l'art. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier Samia Chabani de l'association Ancrage, avec qui je collabore depuis quelques années maintenant, de m'avoir invitée à animer cette table ronde dont la thématique fait partie des grands questionnements qui régissent la recherche décoloniale en histoire de l'art et dans la muséologie actuelle. Alors, juste pour me présenter brièvement, donc je suis Julie Rateau-Holbach. Je suis attachée temporaire d'enseignement à Aix-Marseille Université et je rentre dans ma dernière phase, ma dernière année de doctorat sur une thèse qui porte donc, en histoire de l'art sur les expositions coloniales marseillaises de 1906 et de 1922. Thèse dans laquelle je traite aussi bien des artistes provençaux qui ont été engagés et impliqués dans ces expositions coloniales que dans les artistes orientalistes et coloniaux qui ont exposé leurs tableaux dans ces événements, ainsi qu'une grosse recherche que j'ai effectuée sur la reconnaissance des identités des artisans extra-européens qui étaient présents lors de ces deux expositions. Cette table ronde réunit aujourd'hui des acteurs institutionnels des musées de Marseille et de la région bruxelloise, ainsi que des actrices issues du monde associatif impliquées dans les enjeux décoloniaux. Depuis quelques années, les nouvelles expositions des grands musées européens proposent de prendre en compte les enjeux décoloniaux à travers leur muséographie, à travers la recherche de la provenance de certains objets dont la documentation archivistique est extrêmement lacunaire, mais aussi à travers les questionnements autour du traitement de ces objets. En effet, beaucoup d'entre eux ne sont présentés au public que par des informations référentielles généralistes, telles que la date approximative de création ou l'origine géographique, sans que son usage traditionnel, par exemple, ne soit vraiment explicité. Théoriquement parlant, ce sont des sujets qui ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches jusqu'à maintenant. Je pense évidemment aux travaux pionniers de Benoît de l'Étoile, de Philippe Dajan, de Bénédicte Savoie ou encore de Souleymane Bachir Diagne, grâce auxquels notamment il m'est possible aujourd'hui d'assurer des enseignements sur les arts extra-européens à l'université. Ces recherches sont d'autant plus importantes aujourd'hui et dans cette table ronde, puisqu'elles ont montré l'importance accordée au regard décentré qui doit être enfin considéré. Mais dans la pratique, où en est-on ? Par le choix de restauration d'œuvres, de nouvelles acquisitions, telles qu'à l'occasion de l'exposition Panorama, revoir les collections à Marseille,
ou de l'exposition Rethinking Collections à l'Africa Museum de Tervuren en Belgique, les récits racialistes des premiers musées ethnographiques sont enfin déconstruits pour permettre au public de mettre à distance les représentations héritées de la période coloniale. Cette table ronde propose alors de revenir sur les récits de l'élaboration de ces expositions, des différents modes d'acquisition et des différents moyens de recherche pour établir la provenance de certains objets. De ces travaux muséographiques nouvellement entrepris, il en découle aussi la prise en compte du chantier ouvert et réflexif autour des enjeux de la restitution, qui est au cœur de nombreux débats, depuis notamment la promesse de restitution de biens culturels africains d'Emmanuel Macron lors de son discours à Ouagadougou en 2017. Dans cette initiative institutionnelle globale autour des enjeux décoloniaux et de la façon dont les objets sont convoqués, les collectifs citoyens et associations incitent également à déconstruire les récits dominants pour contribuer et participer également à ce débat. Les actrices et les acteurs du monde associatif jouent un rôle vraiment déterminant, notamment dans la diffusion de la connaissance et de la réflexion autour de ces questions. À Bruxelles et à Marseille, nous évoquerons les programmes moteurs de ces nouvelles réflexions autour des projets de This Is Us et d'Ancrage. Pour le bon déroulement de cette table ronde, je vous propose donc à chacun un tour de parole de 10 minutes sur lequel je vais être extrêmement attentive. Puis viendra un temps de questions transversales et enfin un temps d'échange avec vous parce que c'est tout aussi important. Nous allons commencer par vous, Monsieur Nicolas Misery. Vous êtes conservateur du patrimoine et historien de l'art, chercheur associé au LARA CNRS. Vous êtes aujourd'hui directeur des musées de Marseille et avez précédemment assumé des fonctions de production, de commissariat d'exposition et de commandes artistiques auprès de la Maison européenne de la photographie, de la National Gallery de Londres et du musée Albert Kahn. Vous êtes également l'auteur de plusieurs études publiées et le commissaire de différentes expositions tenues au sein des réseaux de la ville de Marseille, parmi lesquelles l'exposition Panorama revoit les collections des musées de Marseille, visible jusqu'au 3 novembre. Cette exposition, organisée à la Vieille Charité, propose un ensemble d'environ 180 à 200 objets et œuvres d'art, parmi les plus importants des collections préservées par le réseau. Elle convoque des objets au prisme des enjeux du et des territoires, des trajectoires, des individus et des cultures, des relations postcoloniales et du genre pendant tout le long de l'histoire de l'art. Monsieur Misery, beaucoup d'enjeux décoloniaux sont de plus en plus portés par les publics. Ils s'interrogent notamment donc, sur l'origine et la provenance des objets exposés, surtout dans une ville comme Marseille. Donc cette idée engendre deux questions. La première, est-ce que et surtout comment l'exposition que vous avez imaginée répond à ces interrogations? Et la seconde, comment avez-vous inclus cette demande sociale dans la sélection des œuvres et des objets que vous avez rassemblés dans cette exposition? Je vous donne la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents. Je crois que pour débuter cette soirée ou cette intervention, je vais d'abord commencer par dire que le musée, ce soir, je ne l'envisage pas comme un lieu du savoir, mais plutôt comme un lieu du non-savoir ou du savoir en train de se faire. Et je crois que l'exposition Panorama renvoie très régulièrement à cette idée, à ce principe. Je suis assez fier, je dois dire, d'avoir réalisé une exposition dans laquelle je dis très régulièrement « je ne sais pas encore, je ne suis pas certain ». C'est véritablement en travaillant à Marseille que je crois avoir compris l'articulation nécessaire et en fait aujourd'hui complètement vitale pour les institutions muséales entre ce qui relève effectivement d'une production scientifique de recherche attachée aux collections et peut-être plus largement, et une articulation avec un territoire en particulier. Je citerai peut-être deux exemples, si on peut avoir les slides suivantes. On l'a évoqué, la question effectivement coloniale ou décoloniale est fondamentale à Marseille, et c'est peut-être ça le point de départ de ma réflexion.
c'est cette question d'être en résonance, la nécessité d'être en résonance à des préoccupations sociétales qui sont impérieuses sur ce territoire et qui, depuis que je suis arrivé ici, il y a maintenant un peu plus de 4 ans, je crois, me sont, j'allais dire, remontées de façon quasiment immédiate, sous différentes formes et en différentes occurrences. On peut peut-être montrer quelques signes simplement de cette résonance-là, ou cette nécessité d'une résonance. On connaît évidemment l'histoire coloniale de Marseille, on ne la connaît peut-être pas suffisamment. En tout cas, c'était assez important de considérer que dans ce contexte, eh bien, il y a des publications consacrées à ce sujet, un guide du Marseille décolonial, avec, au-delà du sujet, au-delà des objets et des corpus qui sont mobilisés, une méthodologie de travail qui m'intéresse tout particulièrement, puisqu'en fait cet ouvrage rassemble à la fois des chercheurs, des collectifs, mais aussi des artistes, pour revenir sur certains lieux en particulier, et parmi ces lieux, un des établissements dont j'ai la responsabilité, ou en tout cas une certaine forme de responsabilité, qui est le musée d'art africain océanien amérindien, qui est ici au centre de la Vieille Charité. Et je profite de l'occasion pour saluer la présence parmi nous de son nouveau directeur, en la présence de Benoît Martin, qui nous a rejoint très récemment. Ce caractère extrêmement sensible des préoccupations décoloniales, il était aussi marqué par l'intervention d'artistes. C'était aussi un point important, on le sait, Marseille est un territoire de création artistique extrêmement important aujourd'hui, et parmi ces interrogations, ces préoccupations, certaines, dans l'espace public, mobilisent la nécessité d'une réflexion, d'une relecture, ou en tout cas d'une mobilisation par différents types de communautés, d'espaces publics. Et je montre un exemple parmi tant d'autres, cette performance absolument incroyable de Mohamed Laouli. Les statues n'étaient pas blanches, qui était une intervention qu'on pourra détailler, mais qui était en fait un exercice de nettoyage performatif des statues qui ornent les escaliers de la gare Saint-Charles, et dont le contexte de création peut être connecté, bien que non immédiatement et non directement, à l'exposition coloniale de 1922. Cela veut donc dire en fait que toute intervention au sein du musée doit se connecter à ce territoire-là, et un territoire qui est traversé par cette direction. Un point d'entrée, évidemment existant, c'est le musée d'art africain océanien amérindien, et je dois dire que dès 2022, quelques interventions au sein des espaces d'exposition permanente de ce musée ont pu être menées en résonance à des préoccupations qui nous traversent toutes et tous, qui se trouvent des échos dans la presse, par exemple la problématique liée aux restitutions. Et dans le parcours de l'exposition Objets migrateurs, qui avait été présentée ici même en 2022 sous le commissariat général de Barbara Cassin, avait été présentée une vitrine vide, dont l'absence d'objets, ou en tout cas de toute représentation à l'intérieur de cette vitrine, permettait de convoquer le processus de restitution qui avait eu lieu en 2011 et 2012 de têtes maoris, effectivement, par l'État français dans différents musées, et notamment le musée de Marseille, mais aussi cette idée d'une absence qui aurait pu être ici. Cette tête maori n'est plus dans les collections du Mahoa, mais d'autres absences en résonance, par exemple dans les pays d'origine de certaines productions artistiques. Et l'interrogation, la mobilisation, la convocation de ces absences était un sujet extrêmement intéressant. Ça a été un point de départ important pour les musées de Marseille, cette exposition, notamment autour de certains concepts comme les biographies ou les trajectoires d'objets que nous continuons à mener jusqu'à aujourd'hui. Et j'en viens à l'exposition Panorama. Peut-être un petit encart effectivement sur cet objet-là. Effectivement, les collections du musée d'art africain océanien et amérindien mobilisent un certain nombre de préoccupations dans la diversité de leurs origines et de leur provenance. Il y en a certaines qui sont extrêmement connues, des donations essentielles pour des objets dont, j'allais dire, on doit aujourd'hui encore rechercher les origines culturelles, mais aussi les processus de circulation jusqu'à leur réception au sein d'un musée. Et puis d'autres cas très particuliers, impérieux, potentiellement problématiques, comme par exemple cet objet qui est un tambour, qui est en fait non pas un objet dans les propriétés ou dans les possessions de la ville de Marseille, mais un objet déposé au sein des collections du musée de Marseille, qui appartient aux collections de la Chambre de commerce et d'industrie. Un objet qui a été longtemps présenté au sein du musée colonial de Marseille, une institution dont on sait encore assez peu de choses, en tout cas à mon niveau, mais dont les traces matérielles sont encore très fortes sur ces objets, puisque vous le devinez peut-être à l'écran, il est bien indiqué une étiquette portant donc cette mention du musée colonial avec différents termes décrivant l'objet, et notamment cette utilisation par une race. Le terme doit être vraiment employé et souligné, qui traduit en fait matériellement et très concrètement un emploi, une réception de cet objet à un moment donné dans un système de pensée colonial et dans une économie relationnelle qui hiérarchise
les liens entre les différentes cultures. Évidemment, les musées, et c'est le cadre réglementaire dans lequel nous évoluons aujourd'hui, mènent des recherches de provenance. J'en montre un tout petit exemple et qui n'est pas pleinement abouti, et je vous prie de m'en excuser. Mais nous travaillons à des recherches documentaires, notamment sur certains types d'objets, par exemple ceux issus des collections de la Chambre de commerce, pour arriver à identifier, non pas tant parce que c'est à ce stade difficile, les modes de fabrication et, j'allais dire, les premiers échanges, dans les premiers contextes de réception de ces objets, mais en tout cas, leur vicissitude, leur moment de collecte, par qui, à quel moment, comment exactement, pour pouvoir en fait traduire ces différentes trajectoires au sein des musées. Je crois que c'est un premier point qui est très important, parce qu'il innerve véritablement toute l'action qui est menée par les musées de Marseille, et notamment au sein du MAOA, cette identification des provenances, avec, encore une fois, et je le dis, une démarche qui se veut la plus modeste possible, c'est-à-dire que bien, il y a des choses que nous ne savons pas, que les sources ne nous disent pas, et qui pourtant doivent être évoquées, doivent être présentées. Et j'insiste beaucoup lorsque je fais des visites de l'exposition Panorama, puisque cet objet qui a été montré il y a un instant est présenté dans le cadre de cette exposition, et bien nous ne savons pas exactement à quel moment, par qui et pourquoi cet objet est arrivé jusqu'au musée colonial de Marseille et puis progressivement jusqu'au sein des collections. Il y a vraiment un enjeu lié à cette responsabilité d'une transparence, et je crois que c'est une première mobilisation de la décolonisation qui doit être entreprise dans les musées, c'est-à-dire un retour à ses sources et une identification du process dont nous sommes les héritiers, et je parle en tant que professionnel de musée, en tant que conservateur du patrimoine. Ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas rien du tout que d'être le gardien de tels objets et d'être l'héritier de telles pratiques scientifiques qui aujourd'hui sont évidemment questionnées, et d'autant plus lorsqu'on considère, c'est en tout cas mon cas, que le musée doit être un lieu éthique, un lieu déontologique, un lieu qui se veut un lieu de la remise en dignité de cultures extrêmement différentes. Peut-être passer sur la slide suivante, donc c'était un focus sur cet objet-là. Évidemment, la question se pose aujourd'hui, puisque vous avez peut-être vu l'exposition Panorama qui évoque ce trait-là. Qu'est-ce que c'est que la présence coloniale dans nos collections? Quels processus coloniaux, aussi divers soient-ils, ont impacté les fabrications, ou en tout cas les créations artistiques ou culturelles, et dans quelle mesure ces phénomènes ont-ils aussi impacté la constitution de nos collections, et qu'est-ce qu'on en fait? L'exposition Objets migrateurs que j'ai évoquée il y a un instant, elle posait quelques jalons, la vitrine vide, le débat, la discussion autour de l'absence, de la restitution. Le parcours de l'exposition Panorama pose d'autres jalons, l'évocation de la recherche de provenance, cette idée de la responsabilité quant à des collections dont nous sommes les gardiens aujourd'hui, même si elles ne nous appartiennent pas, l'identification de processus de constitution de collection, les recherches de provenance, ces choses dont on entend parfois parler, même dans la presse, en réalité, et dont effectivement il nous faut aujourd'hui arriver à mieux les communiquer au public, et au-delà des communications, je crois mieux les intégrer et mieux travailler avec. On a vu un instant une photographie, une image du parcours permanent du musée d'art africain, océanien, amérindien. Je crois que c'est aujourd'hui un chantier qui est ouvert. Nous en parlons d'ailleurs avec l'équipe de ce musée. À mon sens, ce musée présente aujourd'hui un certain nombre de modes de représentation et d'exposition qui doivent être complètement repensés à l'horizon des 3, 4, 5 ans. C'est un travail qui est forcément long, ne serait-ce que du point de vue scientifique et ensuite dans sa concrétisation. Parce qu'on arrive à un terme en termes de muséographie, l'absence par exemple de beaucoup d'éléments liés au contexte colonial, et qu'il faut repenser tout cela. Alors comment on le repense? C'est ça qui est assez passionnant aujourd'hui, on est au tout début du chantier. D'abord, la première chose, je l'ai évoqué, c'est la prise en considération de préoccupations à différentes échelles sur le territoire, liées à une histoire locale qui est celle du port de Marseille, ce port colonial très important, et puis aussi à des préoccupations qui sont à l'international, qui vont évidemment aussi jusqu'à convoquer des problématiques ou des enjeux diplomatiques entre différents États, dans un cadre réglementaire et juridique qui ne cesse d'évoluer. Il y a des lois sur la question des restitutions qui ont encore été votées en 2023, on commence, mais on commence un peu tardivement. Une autre option très importante, et j'en suis à 7h30, il me reste 2 minutes 30, c'est la question du dialogue. Le dialogue, il se fait avec beaucoup de gens, il se fait avec les communautés scientifiques, avec des constructions partagées. On y reviendra dans le cadre d'un projet qui est Mars Imperium, sur l'identification des processus et des représentations coloniales dans la ville, dans les collections, qui associent vous voyez, des universités, des institutions, l'association Ancrage. On peut encore avancer sur la slide suivante. On travaille aussi avec des artistes, j'ai montré Mohamed Laouli, ici Kaderatia, qui convoque lui aussi en tant qu'artiste une réflexion sur la question des restitutions,
Là aussi, Kader Attia est une personnalité très importante, on peut encore avancer, mais aussi avec des associations, et évidemment on fait un peu de mise en abîme ce soir avec la société civile et les associations. Il faut aller plus loin, évidemment, il faut aussi convoquer les publics, tout type de public, pour bien redire qu'un musée c'est un lieu ouvert à toutes et tous, et que chacune des voix qui s'expriment autour de différents objets doivent être évoquées, et le parcours de l'exposition Panorama le présente, mais j'y reviendrai. Être en réseau, c'est aussi très important, parce qu'un discours de transparence, ça se fait avec d'autres, ça se fait notamment avec d'autres institutions, avec d'autres laboratoires, refonder, reconstruire des réseaux partenariaux. On est en train d'en construire un à l'instant même, je pense. On était avec Benoît Martin la semaine dernière au musée du Quai Branly. C'est discuter avec d'autres spécialistes, d'autres chercheurs, faire intervenir d'autres objets pour proposer d'autres récits. On peut encore avancer. Cette exposition, j'en avais mis quelques images, mais c'est aussi le fruit de ça, la volonté d'être en réseau sur différents types de sujets. Il me reste 50 secondes, on va passer les images de l'expo parce que vous les avez vues. Ce que je dirais simplement, c'est que ce qui m'intéresse dans cette exposition, c'est une forme de décloisonnement. Le travail qui m'a le plus passionné dans le cadre de cette exposition, c'est aussi le décentrement, c'est-à-dire de sortir des objets d'une lecture qui a été longtemps ethnographique ou ethnographisée. Confronter des objets amérindiens des années 1960, ou considérés comme amérindiens des années 1960, avec des créations contemporaines quasiment de la même période, pour dire qu'un artiste mexicain est un artiste contemporain avant tout, s'il travaille dans les années 70 et 80, et que pourquoi est-ce qu'on ne le présente pas au musée d'art contemporain, au lieu de le présenter au musée d'art africain, océanien, amérindien. Ce genre de sujet de décalage qui m'importe beaucoup. Évidemment, la question des représentations, on a amené cette image, mais je l'ai mise un peu par provocation pour qu'on l'ait dans la discussion. C'est une restauration, c'est la première fois qu'on montrait cette œuvre-là. Je pense qu'en termes de relecture de l'orientalisme au musée des Beaux-Arts, vous voyez qu'en fait on travaille dans différents types de musées. Et puis je termine, je suis déjà en retard de 5 secondes, pour dire, un autre de Maoli, combien l'articulation doit être faite dans d'autres champs et dans d'autres registres. Et je renvoie à cette exposition Bahia que nous avions présentée l'année dernière, pour sortir Bahia d'une lecture beaucoup trop longtemps ethnographique et dire combien les objets, les contextes, les productions artistiques qui ont été empêtrées dans ce contexte colonial doivent être regardées d'un point de vue scientifique et remises en réseau pour redire en fait combien ces contextes culturels doivent amener à des relectures plurielles des phénomènes jusqu'à la question de la modernité artistique. J'ai 38 secondes de retard, je cède la parole et merci, mais évidemment je suis là pour vos questions. Merci pour ce panorama rapide du chantier qui reste encore à faire. Ok, on reste comme ça. Je vais ensuite donner la parole donc, à Monsieur Bart Ouvry. Monsieur Ouvry, vous avez étudié l'histoire et les sciences de la communication à l'Université de Gand. En tant que diplomate, vous avez représenté la Belgique au Kenya, à Genève et au Koweït, entre autres. Entre 2016 et 2019, vous avez été ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo et plus tard au Mali. Vous êtes nommé directeur général de l'Africa Museum situé à Tervuren en Belgique depuis 2023 et avez accepté d'organiser l'exposition Rethinking Collections qui repose sur les recherches de Sarah Van Beurden, Didier Gondola et d'Agnès Lacaille. Cette exposition temporaire qui s'est achevée dimanche dernier, c'est... tant mieux. Cette exposition donc, temporaire qui a été prolongée s'est concentrée donc, sur la recherche de la provenance. La plupart des collections du Musée royal de l'Afrique centrale a été acquise à l'époque coloniale dans l'actuelle République démocratique du Congo. La recherche de la provenance et le thème donc connexe de la restitution suscite de plus en plus d'intérêt dans le débat social et politique actuel. On souhaiterait d'abord savoir quel a été l'accueil de cette exposition Rethinking Collections par les publics à Bruxelles. Puis, que peuvent faire les musées pour contribuer à la nécessaire réparation des violences coloniales? Et enfin, pensez-vous qu'il est nécessaire de développer une diplomatie patrimoniale
pour soutenir ces nouvelles dynamiques de restitution. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'espère que je peux éventuellement aussi réagir aux propos de Nicolas. Bien sûr. Donc, je crois qu'on a quelques images prévues. Tout d'abord, quand même, allez-y. Oui. Je tiens quand même à présenter notre maison pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Nous sommes un musée qui a été voulu et qui a été construit par un certain Léopold II. Il faut savoir que Léopold II était le deuxième souverain belge qui a voulu cette colonie contre la volonté du gouvernement belge et contre la volonté du peuple. Et donc, il s'est rendu compte très vite qu'il fallait faire de la propagande. Et donc, il a commencé avec une exposition internationale avec un chapitre colonial sur le terrain où se trouve le musée aujourd'hui. Ça a été un énorme succès populaire. Et là, il a compris qu'il fallait un musée pour faire l'apologie de son œuvre. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes murs. Jusqu'il y a un peu plus de 10 ans, nous étions d'ailleurs presque un musée du musée, parce que fondamentalement, le musée n'avait pas beaucoup changé. C'était en fait une institution scientifique qui gardait ce musée, plus ou moins. Et puis, il y a 20 ans, on s'est rendu compte quand même que ça ne passait plus, que ce n'était pas plus possible. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train de changer. Souvent, les gens me disent, très bien, vous avez rénové, vous avez décolonisé, ça y est, c'est bon. C'est pas mon avis, c'est pas l'avis de l'institution. Nous sommes dans un processus. Et je tiens quand même aussi à dire que le terme décolonial, ça veut dire, c'est un drapeau. Ça couvre beaucoup de définitions. Pour vous, c'est autre chose que pour Yoke. C'est quelque chose qui, avec beaucoup de contenu. Qu'est-ce que c'est pour nous? Avant tout, c'est un changement de méthode. Vous allez voir, je vous montre un... non, restez là. C'est très fermé, hein. Ça n'invite pas vraiment à rentrer. C'est un problème. C'est assez fermé. C'est souvent le sort d'un musée, mais quand même, le but est d'ouvrir les portes et les fenêtres. Je crois que si j'ai un message, c'est ça pour nous, la décolonisation. Là, vous voyez une image d'une salle à laquelle je tiens beaucoup, parce que si nous faisons dans Rethinking Collections, si nous faisons la réalité sur nos collections, nous ne le faisons pas que sur notre passé. Aujourd'hui, un des fléaux quand même de notre société, c'est le racisme. Et donc la première salle que vous voyez en rentrant depuis un an, c'est la salle sur le racisme aujourd'hui. Le racisme institutionnel, différentes formes de racisme. C'est ça pour nous l'essentiel, c'est de ne pas rester dans le message sur le passé, ou là là, au temps de Léopold II, tout allait mal. Non, aujourd'hui, nous avons aussi quelque chose. Et quelque part, nous faisons le lien entre notre passé, les messages stéréotypés, et on peut passer au prochain, et ce que nous faisons aujourd'hui. Un des sujets, bien sûr, c'est la restitution. Les 2/3 de notre collection d'objets culturels, c'est 120 à 130, si on compte les instruments de musique, c'est 130 000. Les 2/3 sont d'origine de la RDC, République démocratique Congo, dont les 2/3 ont été acquis avant la Première Guerre mondiale, donc largement pendant la période de conquête et pendant la période de l'État indépendant du Congo, quand il y a eu quand même une violence forte. Je rencontre toujours des gens qui me disent « Est-ce qu'il y a un problème ?» Oui, il y a clairement un problème. Et donc, je constate qu'il faut communiquer, qu'il faut expliquer, qu'il faut parfois convaincre et qu'il faut le faire de la manière la plus, pas neutre, mais de la manière la plus claire possible, sans rentrer dans des débats. Comme je le dis, nous recevons souvent chez nous des activistes. Nous essayons d'être un forum où ils peuvent s'exprimer. Nous, en tant que musée, nous ne sommes pas activistes, nous sommes engagés. Nous sommes engagés pour faire connaître la réalité de nos collections. Et nous le faisons, par exemple, en montrant, c'est la première image, c'est cette statue, c'est Nekuko, c'est un Nkisi, qui a été enlevé au chef Nekuko, qui de manière formelle et claire, au XIXe siècle, a demandé la restitution. Parce que pourquoi est-ce qu'on lui a enlevé cette statue? Parce que c'était une œuvre d'art? Non.
Del Comune, qui était un employé de Léopold II, a enlevé cet objet parce que tous les pouvoirs de la communauté à Boma, c'était le premier port et la première capitale de l'État indépendant du Congo, tous les pouvoirs du village étaient investis dans cet objet. Et en l'enlevant, on a affaibli les pouvoirs du chef. Et donc ceux qui me disent, vous savez, tout ça c'est une invention récente, on se réfère à l'intervention du président Macron à Ouaga, qui ont dit ça va passer ce mode. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui est une constante. Et par exemple, en 1973, le président Mobutu, à la tribune des Nations Unies, a demandé formellement la restitution. Donc ce thème, oui, il y a des hauts et des bas, mais c'est quand même une constante. En réagissant quand même à l'intervention de Nicolas, à mon goût, il a trop parlé quelque part d'objets. Pardon, hein. Je parlerai plus des êtres humains qui sont derrière et de la signification culturelle, spirituelle, sociale de ces objets. Ce que me demandent beaucoup les Congolais quand je les rencontre, et surtout les Congolais que je vais rencontrer au Congo, et aussi d'autres Africains, ils me disent, les objets, c'est une obsession de vous. Vous êtes des Européens, pour vous les objets, c'est vraiment important. Vous savez, pour nous, c'est la signification. Vous nous avez pris, vous nous avez enlevé, vous avez volé notre culture, notre spiritualité. L'objectif de ces objets, c'était autre chose. Et dans notre recherche de provenance, et ce que nous voulons montrer dans l'exposition, c'est que oui, il y a les archives sont incomplètes. 19% des objets, on ne sait vraiment pas comment ils sont arrivés dans nos collections. Un quart sont arrivés suite à des missions scientifiques. Mais comment se sont déroulées ces missions scientifiques? Pas facile. Ce que nous faisons, on fait de la recherche de provenance qui n'est pas basée sur l'objet, mais sur les collectionneurs. Quels sont leurs récits? Comment est-ce qu'ils ont procédé? Parce que, franchement, 130 000 objets, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Et puis, on fait aussi une recherche sur base de l'histoire orale. Même nos archéologues, quand ils vont sur le terrain, ils parlent toujours à la population. Et c'est même magique, la capacité des populations, qui souvent sont là depuis plusieurs générations, c'est de savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas nécessairement toujours complètement exact, mais avec une certaine critique historique, avec une certaine méthode, on parvient quand même à tracer certaines histoires. Donc, pour moi, ça c'est très important. Et donc, autour de Nekouko, il y a tout un mythe. C'est clair que ça, pour nous, c'est un objet qui a été enlevé et qui, selon la loi belge, a été volé et doit donc, à terme, retourner, devenir une collection du Congo. Comment on va procéder? Tout ça est encore en cours, je pourrais en dire plus, mais on va voir la prochaine image. C'est important quand même, il n'y a pas que l'époque coloniale. Dans l'exposition, nous montrons cet objet qui est un objet flambant neuf qui a été obtenu dans les années 1990 avec une de nos chercheuses, Madame Anne-Marie Bautieux, qui explique: moi j'ai procédé selon les règles de l'art, j'étais longtemps sur place, j'ai parlé aux gens, je me suis quasiment intégré, j'ai payé cet objet qui a été produit par un artisan. Et bien je me rends compte que j'ai causé des effets, un impact qui était, oui, voulu, mais aussi un impact parfois qui n'était pas voulu. Un tel objet ne devait pas être vu dans la culture des gourous, c'est un objet de Côte d'Ivoire. Il ne devrait pas être vu pour une femme. Pourtant, Anne-Marie Bautieux est une femme. Et puis, elle a payé. Il a payé d'ailleurs cet artisan pour plusieurs objets. Quel était l'effet? C'est qu'il y a eu jalousie dans le village. Et en fait, le pauvre type, il a dû quitter le village pendant plusieurs années parce que tout le monde était jaloux de lui et croyait qu'il était très riche parce qu'il y avait quand même eu des relations suivies avec une femme blanche. Ça veut dire que l'époque coloniale est un sujet, mais en fait, la disparité
économique, des relations de pouvoir est quelque chose qui est un sujet aujourd'hui même, et on peut l'élaborer. Et donc, ne nous concentrons quand même pas trop sur notre passé, et réfléchissons aussi quelles sont nos relations entre Africains et Européens aujourd'hui. J'ai encore combien de temps? Vous avez encore une petite minute. Eh bien, parlons de restitution maintenant. À la fin de l'exposition, avec des bouts de fil, on n'avait pas beaucoup d'argent, comme beaucoup de musées, nous sommes pauvres. C'est pour moi un choc venant de la diplomatie européenne quand même. Et là, on demande aux gens de voter. Et je ne sais pas si c'est très lisible, mais vous voyez que les gens peuvent voter. Comment procéder avec la restitution? Et je peux vous dire que la majorité, spontanément, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur âge, ils votent pour rendre les objets aux familles, rendre les objets aux communautés. Je peux vous dire que moi, je ne vote pas nécessairement dans ce sens. Connaissant quand même l'état, par exemple, des communautés aujourd'hui au Congo, connaissant aussi le fait que certains de ces objets ont une valeur marchande énorme, dans le contexte actuel, ça n'est pas évident. Ce que je sais, c'est que faisons pas de néocolonialisme, ce n'est pas à nous, Belges, Français, Européens, à décider. C'est quelque chose que doivent décider les Congolais, les Ivoiriens, les Africains. Nous ne devons pas verser dans le néocolonialisme, essayer de décider pour eux. En même temps, je me rends compte aussi que le succès des opérations de restitution, des débuts, du succès et du bon déroulement des débuts dépendra aussi de la continuité. Et pour moi, l'essentiel quand même, c'est de partager et de coopérer pour travailler ensemble, pour restituer aussi cette culture, cette spiritualité, cette connaissance du passé, où il y a eu une rupture quand même extrêmement forte. Et je crois que c'est ça le message. Je suis en désaccord avec ce vote, mais finalement, je me rends compte que ce n'est pas à moi de décider. Nous ne sommes que des directeurs de musées. Nous hébergeons des collections. Ce n'est pas à nous, peut-être, d'une nouvelle fois, d'essayer de décider à la place d'autres. Donc, je conclue avec une question ouverte. Merci. Merci pour ces retours d'expérience à travers ces deux exemples qui sont très illustratifs effectivement de tous ces enjeux, notamment sur effectivement cette restitution des usages avant même de parler d'un objet matériel. Je propose de poursuivre ce tour de table avec Madame Yoke Quintens. J'ai réussi? Oui. Vous êtes historienne de formation et avez basé vos premières recherches sur l'histoire des migrations turques dans le bassin minier où vous avez grandi. Vous avez également travaillé auprès de différentes communautés à Bruxelles, Henk et Anvers, en tant qu'activiste et travailleuse sociale, mais aussi en tant qu'élue locale. Vous êtes aujourd'hui social designer et vous avez développé les projets Utopia et This Is Us, qui vous ont donné l'occasion de travailler notamment avec le Mobile Museum de Cape Town. Le musée ZETS d'art contemporain d'Afrique localisé au Cap, en Afrique du Sud, est l'un des musées les plus importants du monde puisqu'il présente les productions artistiques contemporaines de l'ensemble du continent africain. Dans ce musée a été organisée l'exposition de grande ampleur When We See Us, A Century of Black Figuration in Painting, ce qui vous a offert l'occasion d'élaborer une médiation très importante avec les jeunes du township de Kailicha. Alors peut-être pour commencer, vous pouvez peut-être nous définir ce qu'est ce township, puis nous dire comment vous avez réussi à communiquer et échanger avec des jeunes qui ont potentiellement jamais mis un pied dans un musée,
Et enfin, comment le musée peut apporter quelque chose de substantiel à cette communauté avec laquelle vous avez travaillé. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour, bonsoir à tous et toutes, et merci Julie pour cette intro et l'invitation, Samia. Oui, Julie, c'est en fait la question clé, je pense, et c'est aussi la question clé dans tout ce qu'on fait avec Vitopia. Et quand vous me permettez, je veux dire 2 mots sur voilà, le cadre de Vitopia. Parce que dans ce cas, cet exemple de Kailicha, je vais dire un peu plus après, dans ce cas, la question est quel est le potentiel du lieu. On a parlé beaucoup des lieux, des musées sont des lieux très importants. Quel est le potentiel du lieu pour une communauté? Dans ce cas, les jeunes de Kailicha, et Kailicha, c'est un township de 2 millions d'habitants. Dans lesquels les gens vivent en précarité qui est immense en fait, et ce sont des communautés, mais il y a beaucoup de potentiel dans cette communauté, et comment le potentiel de cette communauté peut aussi aider les musées à développer. Et ça, c'est toujours la question. Qu'est-ce que la communauté peut faire pour le musée? Qu'est-ce que le lieu peut faire pour la communauté? Ça, c'est toujours les questions clés. Et je veux donner 2 exemples comment ajouter l'héritage et aussi l'expérience vivant dans ce débat. Parce que je suis complètement d'accord qu'on ne parle pas que des objets du passé, mais on parle notamment du patrimoine vivant d'aujourd'hui aussi. Et ça, ce qu'on essaie de faire, je suis historienne, mais je travaille quand même plus sur le futur et avec des communautés. Et au cœur de Vitopia, il y a en fait 3 super pouvoirs. Le pouvoir de nous, le pouvoir de lieu et le pouvoir de faire. Le nous, c'est créer des nouvelles alliances, des alliances entre des communautés et des musées, des alliances entre des scientifiques et les habitants, par exemple. Vous voyez ici Girls Make the City, je ne vais pas trop dire aujourd'hui sur ce projet, mais ça c'est un exemple dans un quartier, comment on peut faire des nouvelles alliances entre des filles qui partagent un même problème, par exemple l'harcèlement de la rue. Le pouvoir du lieu, le lieu porte en lui le potentiel de quelque chose de nouveau, toujours. Donc, on parle souvent des contextes, mais en fait, c'est ça. Donc, chaque lieu, le musée de Tervuren, c'est un contexte très spécifique. Donc, aussi, le potentiel est très particulier et le même pour chaque lieu, pour chaque musée. Et le pouvoir de faire, c'est vraiment aller en action, dans l'action. Et donc voilà, je veux parler de 2 exemples. Quand mon temps est fini, je garde le deuxième pour un deuxième tour. Mais le Mobile Museum, moi j'aime l'appeler les musées connectés. En fait, est un exemple. Vous voyez ici le Zaixmoka du Cap. Vous reconnaissez le paysage. C'est un des musées les plus beaux et plus connus du monde qui présente l'art contemporain du continent africain. Il est très politisé aussi, très engagé aussi, et je trouve ça bien. Certainement aussi depuis la nouvelle direction, Koyo, certains d'entre vous le connaissent. Et je le dis parce que aussi cet rôle est assez important, faire ce choix d'aller d'un certain chemin. Et Julie a raconté déjà When We See Us, mais il était aussi Secret Sears Soothsayers, une exposition qui a mis la lumière sur 6 artistes féminins du continent africain. Et ça c'est un peu le contexte dans lequel on travaille ici. Donc, ce musée souhaite de se rapprocher davantage des communautés
Et pour ça, autant de social designers qui travaillent beaucoup déjà dans les communautés. Ici, vous voyez Langa, c'est le plus vieux township du Cap. Donc, il y a toute une histoire aussi très importante dans le cadre d'apartheid. Donc voilà, les gens sont bien conscients de leurs histoires. Et donc, il y a une volonté de travailler avec des communautés qui visitent rarement des musées, certainement pas les Aitsmoka. Donc, je veux donner 2 exemples comment on a travaillé, parce que c'est un processus, comme vous dites, hein, c'est un processus qui continue et qui fait partie, chaque intervention fait partie d'un processus. Et ici, on voit une photo du personnel, donc les gens qui travaillent pour les Aitsmoka Museum, et pas que les directeurs, mais aussi les gens qui travaillent dans la communication, mais aussi les gardes dans les musées, les scientifiques, les guides, etc. Et déjà, ici, dans un des workshops, on a juste demandé, on a fait une cartographie avec tout le personnel et on a posé 3 questions. Où vous habitez maintenant? Donc, il y a un rapport avec quel quartier, quel lieu, où vous avez vécu, où votre famille habite. Et peut-être il y a des autres lieux que vous connaissez bien par un autre travail, etc. Déjà, ça, c'était tout, chaque township, chaque suburb, chaque quartier était déjà représenté par le personnel du musée. Donc, c'est déjà une immense ressource et une recherche qui est déjà dans les musées. Un autre exemple, c'est avec les jeunes de Kailicha, comme vous avez dit. Donc, dans ce contexte, nous avons travaillé avec Utopia avec des jeunes, et aucun des jeunes n'était jamais été dans un musée auparavant. Nous avons commencé à étudier le potentiel du lieu, le potentiel de leur quartier et la manière dont ce potentiel pouvait apporter quelque chose de substantiel au musée. Donc ça, c'était vraiment la question clé. On a travaillé 4 jours avec les jeunes, 2 week-ends complets, mais aussi comment le musée peut apporter quelque chose de substantiel à Kailicha. Ils ont créé de nombreux prototypes, ce qu'on a appelé Mobile Museum, mais c'est beaucoup plus qu'un musée mobile. Donc, c'était des festivals, c'était un réseau, l'art dans un réseau de barbershops, dans les salons de coiffure, des programmes éducatifs, etc. Donc ça, c'est un exemple. J'ai encore 2 minutes pour le deuxième exemple. Ça, c'est un projet à Bruxelles, This is Us, This is Brussels, mais aussi un projet d'héritage vivant. Donc, nous sommes partis du constat que la richesse réelle de Bruxelles, c'est pas valorisé du tout, parce que c'est la ville la plus diversifiée du monde. 2e après Dubaï, n'est-ce pas? Donc quand même, c'est le 2e. Et nous nous sommes posé la question de rendre les chiffres vraiment tangibles. Donc la question, supposons que Bruxelles compte 1000 personnes, qui seraient-ils? Et sur cette base, nous avons pu développer une histoire de ces 1000. Donc quelle commune ils vivent, quel âge, etc. Donc par exemple, sur ces 1000, 151 habitent à Bruxelles-Ville. 80 à Molenbeek, 178 ont des racines marocaines, par exemple, 400 ont moins de 30 ans, etc. Et sur cette base, nous avons commencé à rendre le projet très concret. Donc avec 100 profils à chaque fois, nous sommes partis de rechercher ces Bruxellois. Donc, on cherche une femme de Schaerbeek avec des racines rwandaises qui a entre 30 et 40 ans. Et on a fait aujourd'hui déjà 200 interviews. Le plan, c'est qu'on a 1000 en 2030.
j'ai encore besoin un peu de sous pour ça, mais voilà. Et je vais conclure, donc peut-être je peux dire plus après, mais on a constitué aussi une équipe de heritage brokers, des courtiers en patrimoine. Vous voyez aussi déjà la diversité entre eux. Donc voilà, c'est notre lien direct avec les gens qu'on veut interviewer. On a créé une archive humaine qui est ouverte pour tout le monde. Donc voilà, thisisus.bruxelles, vous pouvez tout trouver. Et ça, c'est la dernière chose que je voulais dire. On a aussi, parce que le vrai but, c'est créer du nous entre ces gens, créer des nouvelles histoires. Et pas le patrimoine ou l'héritage qu'on connaît, qu'on connaît, nous, Generation X, nous, les gens qui habitent à Noailles, nous, les gens d'origine algérienne, mais un nouveau nous, les gens qui ont mal de pays, nous, les gens qui sont passionnés pour le foot, nous, les gens qui parlent 5 langues. Et basé sur ça, on fait des rencontres. Vous voyez ici, aussi dans la rue, on a un mobile avec lequel on va dans la rue, les rues de Bruxelles, et on essaye d'ajouter quelque chose au débat à travers des habitants de Bruxelles. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Merci beaucoup Yoke. Donc effectivement, il y a toujours cette notion de processus qui se retrouve finalement dans vos trois interventions, mais aussi cette importance qu'il faut accorder à la connexion et au réseau, ce qui tombe très bien parce que ça me permet de faire le rebondissement avec la présentation de Samia. Donc Samia Chabani, vous êtes sociologue de formation et vous avez créé l'association Ancrage en 2000 qui valorise les cultures et les mémoires d'exil. Par le biais de vos travaux de médiation, vous avez développé des balades urbaines thématiques, notamment sur les questions migratoires et post-coloniales, et vous programmez aussi des formations et des ateliers afin de diffuser et de questionner les enjeux décoloniaux qui sont très ancrés dans la ville de Marseille et particulièrement avec les quartiers nord. J'ai personnellement eu le plaisir de collaborer avec vous, notamment pour le projet Mars Imperium porté par le laboratoire TELEM depuis 3 ans, qui développe différents formats audiovisuels et différents moyens dématérialisés sur le passé colonial de Marseille qui seront disponibles début 2025. Tout ce projet d'envergure a rassemblé tout type d'acteurs, c'est pour ça que je parle de connexion, c'est-à-dire que dans ce projet nous avons des chercheurs, des acteurs associatifs, institutionnels, ou encore aussi des artistes pour questionner et recontextualiser les enjeux historiques, culturels et sociaux liés à ce passé colonial, qu'on peut dire tout à fait sensible, et ouvrir ces réflexions au plus large public. Pour exemple, les œuvres qui ont été au service de la propagande impériale sont un peu partout à Marseille, et plus particulièrement dans l'espace urbain, et devaient participer à la transmission des préjugés coloniaux et racistes de l'époque. Samia Chabani, on aimerait que vous nous apportiez quelques éléments de réponse sur comment déjà vous construisez ces balades et développez donc le récit narratif décolonial à travers les parcours urbains que vous avez élaborés. Et aussi, quelles sont les formes de partenariat qui existent de nos jours. J'ai présenté un peu Mars Imperium, mais d'autres partenariats qui existent entre les musées, les chercheurs et les acteurs associatifs de Marseille. Et une question aussi très importante, toujours au niveau de ces connexions, comment vous mobilisez les publics sur les enjeux décoloniaux liés spécifiquement à Marseille? Merci. Merci, bonsoir à tous.
Je voudrais attirer votre attention sur le revenir, repenser, restituer, revoir les collections. Nous, à Ancrage, on a finalement créé des parcours urbains où nous faisions nos propres collections. D'abord parce qu'on avait bien compris que le citoyen lambda et même une association spécialisée sur l'histoire de l'immigration, l'histoire de la colonisation, n'avait pas forcément voix au chapitre sur l'interrogation des collections des musées. Pour autant, vous l'avez compris, dans cette table ronde, on souhaite mettre en dialogue précisément les interrogations qui sont celles des professionnels du patrimoine, avec évidemment les publics et les associations, les acteurs de la société civile qui portent et incitent largement ces réflexions auprès des professionnels, mais dans une logique plus large. En réalité, plusieurs textes aujourd'hui nous encouragent dans ce sens. La Convention de Fribourg, dont vous avez probablement entendu parler, de 1993, la Convention de Faro de 2005, qui a été promue par le Conseil de l'Europe. Et on voit que depuis, un cadre de référence partagé entre différents acteurs font réseau, comme vous disiez Nicolas, font déjà réseau pour avancer sur ces questions qui sont aussi diverses que celle de la restitution, qui peut paraître très technique, que celle de tout simplement la réception d'une exposition, des espaces de réflexivité dans les expositions. Moi j'ai beaucoup aimé à Tervuren les deux espaces qui étaient d'ailleurs l'espace consacré au racisme qui était proposé dès l'entrée et le tissage auquel j'ai participé. J'y ai participé plusieurs fois. Je suis désolée, j'ai triché un peu. Mais mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'être proactif en tant que finalement, pas seulement spectateur, mais vraiment partie prenante de cette réflexion. J'étais assez émerveillée par ce travail que vous avez fait à Tervuren, aussi au MEG à Genève, où une grande exposition sur la question coloniale et décoloniale est proposée aujourd'hui. Donc on voit bien que tous ces grands États européens qui ont effectivement capitalisé finalement sur ces collections, sur ces objets, sur ces récits, et pose le constat aujourd'hui que finalement la plupart des objets qui sont dans ces collections et qui sont dans ces musées n'ont pas du tout été conçus pour y être. C'est déjà un point de départ très simple, mais qui me semble important, parce qu'à partir du moment où ils n'ont pas été conçus pour y être, on a tous le droit d'avoir un avis sur ce qu'ils y font, mais pourquoi ils y sont. Donc je pense que mettre en place des espaces de réflexion avec la société civile, c'est extrêmement important et aujourd'hui indispensable. Cette recherche de provenance sur la nature des œuvres, et aussi ce travail que vous avez fait en particulier sur le profil des donateurs ou des collectionneurs, etc., j'ai trouvé que c'était très instructif, parce que ça permet justement de revenir sur les conditions de collecte, mais aussi les conditions de production des savoirs. Et en réalité, c'est ce qu'on interroge également dans l'espace public. Alors, Julie évoquait Mars Imperium, c'est une recherche qui nous a permis, une recherche collaborative qui fait réseau aussi, puisqu'elle mobilise les archives, les musées et l'association que nous sommes. Et d'une certaine manière, elle nous a permis, cette recherche, de réinterroger une balade que nous avons conçue au départ, qui s'appelait Marseille, capitale coloniale, et qui est devenue Marseille, métropole d'empire. Et dans ce travail que nous avons fait, nous étions plusieurs à ne pas être historiens, il y avait des géographes comme Pierre Santès et moi-même qui suis sociologue de formation, et on voit bien que la question de la demande sociale de mémoire et la demande sociale qui vise à interroger les objets qui sont convoqués dans les collections, mais ceux qui sont présents aussi dans l'espace public, puisque nous, notre espace de dialogue, d'interaction, c'est l'espace public, en principe. On y retrouve deux éléments très importants au niveau narratif, que sont la statuaire d'une part et la toponymie de l'autre, donc interroger les noms de rue, interroger la place, la statuaire dans l'espace public. Et l'une des avenues les plus importantes à Bruxelles, ça reste celle des colonies, qui nous mène jusqu'à Tervuren, voilà, du centre-ville à Tervuren, et à Marseille également, bien sûr, un travail que nous faisons en partenariat avec les musées, et que nous faisons aussi en partenariat avec la ville de Marseille, en proposant régulièrement d'interroger
les noms de rue, comme ça l'a été longtemps concernant Bugeaud, par exemple. Pas seulement l'école qui a été rebaptisée, mais aussi la rue. Et pas que cette rue-là, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont problématiques. Et finalement, de permettre aux citoyens que nous sommes d'interroger la légitimité aujourd'hui à convoquer des personnes qui ont pu exister, qui sont des personnages historiques, comme des œuvres qui ne sont pas cartélisées dans l'espace public et qui donc posent problème parce qu'elles sont nues de leur contexte de production et elles peuvent heurter, et elles heurtent évidemment parfois les descendants, notamment les descendants des diasporas et des communautés étrangères à Marseille. Alors la toponymie, la statuaire, un cadre de réflexion partagée sur lesquels nous nous appuyons, puisque aujourd'hui les droits culturels par exemple s'inscrivent dans une loi qui est importante, qui est la loi NOTRe, qui fait injonction d'une certaine manière à ce que les collectivités locales et territoriales associent des associations, des acteurs de la société civile pour faire culture ensemble, si on peut le dire comme ça. Donc des espaces de dialogue qui permettent de lever des malentendus souvent, parce que nous n'avons pas tous le même capital social en matière par exemple d'histoire de l'art. Donc pour vous donner deux exemples, moi il y a les deux exemples qui reviennent le plus sur la statuaire, c'est la nudité des statues. Souvent quand il s'agit de cariatides ou de statuaires qui concernent des femmes indigènes, elles sont systématiquement dénudées, y compris quand elles ne l'étaient pas dans la réalité. Par exemple, les Anamites qui font partie de l'exposition coloniale de 1922 étaient des danseuses habillées et non pas dévêtues. Et la vénusté, donc la mise en vénusté des femmes, qui peut donner l'impression qu'effectivement, on expose des femmes de façon alanguie, de façon disponible, alors qu'on sait bien que dans l'histoire de l'art, et je voudrais citer Luc Georget, qui a participé à nos balades, qui est le directeur du Musée des Beaux-Arts, avec lequel on a beaucoup discuté de ces questions, de pourquoi le fait d'être en vénusté, c'est quelque chose qui heurte aujourd'hui, alors que dans l'histoire de l'art, traditionnellement, les personnalités qui étaient en vénusté, c'était plutôt des princesses, des reines, des déesses. Et justement, ça permet de revenir sur l'acculturation que nous avons les uns et les autres de ce patrimoine de l'Antiquité à nos jours. Alors, évidemment, avec Marcin Perrium, on a prolongé la question parce que pour nous, ce qui était important, c'était aussi de revenir sur les formes anciennes de résistance qui ont existé par rapport à ces représentations, puisque vous avez compris qu'on est toujours entre représentations héritées. Précédemment, il y avait les deux fresques de Puig-Chavannes qui montrent deux images très importantes et emblématiques de Marseille, Marseille colonie grecque, Marseille porte de l'Orient, qu'on retrouve d'ailleurs dans la statuaire par exemple de l'escalier de la gare Saint-Charles, qui sont deux statues qu'on évoque moins, alors qu'elles sont aussi très, très intéressantes à analyser. Et donc, finalement, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est inciter cette mise en réseau entre recherche, artistes, société civile, professionnels du patrimoine. Mais ce que je voudrais dire ici, parce que je pense que c'est très important, c'est qu'on n'est pas du tout dans des mondes binaires, dans la façon dont on travaille. On sait que les professionnels du patrimoine s'interrogent eux-mêmes sur leur pratique professionnelle. Suite à suite aux événements de meurtre de George Floyd, il y a eu un mouvement qui s'appelle Museum Are Not Neutral qui est né dans les musées, qui a été soutenu, promu par la Fédération des écomusées et qui était vraiment très intéressant. Je veux dire, ce qui me semble important, c'est qu'on arrive à sortir d'une certaine manière d'une discussion un peu campiste et de concevoir qu'aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus de personnes racisées dans les musées, que c'est un élément sur lequel tu as parlé, Joe, qui me semble très important, c'est qu'effectivement, cette sensibilité-là, elle va être aussi portée par la diversité des équipes, par la diversité des regards dans les musées. Voilà, je ne voudrais pas être trop longue, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps presque. Voilà, donc je ne vais pas conclure en fait, parce que je pourrais vous parler pendant des heures de cet engagement. Ce que je voudrais dire, c'est que quand même, c'est un engagement avant tout. Parce qu'aujourd'hui, l'État français, notamment le ministère de la Culture, ne soutient pas
les associations qui travaillent dans ce sens, et je le regrette parce qu'il y a une direction des droits culturels, et que pour moi c'est très important que ce travail qui traverse finalement les équipes professionnelles le soit aussi dans la société civile, parce qu'on ne peut pas vivre que de nos engagements, et qu'il me semble que c'est très important qu'on arrive aussi à porter ces questions-là sur le plan international. C'est pour ça qu'on vous interrogeait d'ailleurs sur la diplomatie mat et patrimoniale. Je n'ai pas trouvé encore le mot idéal, mais les deux. Parce que c'est des questions qui finalement ne s'adressent pas seulement aux professionnels, s'adressent aussi aux diasporas en France, en Europe, et elles s'adressent aussi aux personnes concernées dans leur pays d'origine. Donc je trouve que c'est une opportunité exceptionnelle de refaire du transnational de façon intelligente. Faut-il encore qu'il y ait des soutiens dans ce sens? Merci à vous. Merci Samia pour ces éclairages. Effectivement, toute la question de l'implication de cette société civile dont tu parles est extrêmement importante. Et c'est vrai que finalement, les mises en relation et les connexions qui se font entre chercheurs, milieu associatif, milieu institutionnel, et là aussi pour diffuser la connaissance, mais donner aussi tous les bagages qu'il faut pour la lecture, notamment de certaines œuvres comme la statuaire de la gare Saint-Charles, qui est effectivement une statuaire extrêmement reconnue, extrêmement commentée, mystifiée aussi, mais il y a aussi d'autres plans à prendre en compte, et c'est effectivement cette entrée de l'histoire de l'art et pas seulement de l'histoire. Je vous propose rapidement, j'aimerais poser une question transversale à nos acteurs institutionnels ici, M. Misery et M. Ouvry. D'un point de vue vraiment concret, très concret, j'avais une question. C'est dans vos institutions muséales que vous dirigez respectivement, est-ce qu'il y a des objets spécifiques que vous avez en tête dans un processus de restitution? Et une deuxième question qui est peut-être un peu, peut-être un peu trop en avance, mais est-ce qu'il y a certaines œuvres dans les collections de vos musées qui sont intentionnellement exclues de vos expositions? Est-ce qu'il y a des objets, des artefacts que vous connaissez dans vos réserves, dans vos collections, mais qui sont peut-être trop sensibles pour pouvoir sortir de l'ombre? Tu veux que je commence? Oui, c'est une question précise. Je vais te donner nous avons à Turvulven un parcours de provenance. Et donc, si vous voyez, c'est une couleur, je ne sais plus laquelle, et une couleur, c'est très reconnaissable, parcours de provenance. Et ce sont des objets sur lesquels nous nous interrogeons. Est-ce que la provenance n'est pas problématique? Est-ce que ça veut dire que nous prenons une décision? Non. Il y a une loi belge qui dit il y aura une commission mixte, dans notre cas ce sera principalement avec les Congolais et Belges, qui va donner un avis, et puis il y aura une décision commune des deux gouvernements. Donc nous ne prenons pas de décision, mais nous savons, grâce à des recherches de provenance qui ont été intensifiées, quels sont les objets qui, clairement ou moins clairement, on ne prend pas de décision. Ce que nous n'exposons pas, ce sont les dépouilles humaines. Pour nous, les dépouilles humaines qui ont été obtenues dans un contexte colonial n'ont pas leur place même dans un musée. Il n'y a pas encore un cadre légal, c'est en préparation, mais pour nous, il est clair qu'on ne peut certainement pas les exposer parce qu'ils ont été obtenus dans un cadre qui est inacceptable. Certains même dans un cadre que l'on connaît, c'est l'anthropologie physique, qui est un non-sens, qui n'est pas une vraie science. Donc là, une politique très claire. Ça ne veut pas dire, je souligne quand même, que des objets culturels qui contiennent
des restes humains, par exemple, ne sont pas nécessairement exclus, même si, j'avoue, je n'ai pas connaissance. Il y a un objet que nous exposons dans ce sens, mais qui date d'avant l'époque coloniale, mais qui a été obtenu quand même depuis l'Afrique. Mais donc, ce qui est important, et ça c'est une question de méthode, je crois qu'il faut être ouvert à des communautés. Si demain il y a une communauté qui vient nous voir et qui nous dit un tel objet que vous exposez, pour nous c'est problématique, ça va certainement donner lieu à un dialogue. Et je sais que nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres musées, je sais que le MEC à Genève par exemple a enlevé certains objets. Nous sommes ouverts à ce dialogue. Il est vrai que j'ai parfois des activistes qui me disent il ne faut pas exposer des objets, tous ces objets n'étaient pas prévus pour être exposés. C'est vrai, mais c'est pas notre. Là, pour moi, ça va trop loin. Et là, je me sens quand même renforcé par beaucoup de gens qui disent que c'est important d'avoir un Africa Museum en Belgique, en Europe. Et pour nous, il est important de faire connaître cette culture. Donc là, il y a une discussion qui est en cours où nous voulons. Je crois que c'est ça la méthode. Pour moi, c'est la méthode qui est importante, c'est d'avoir le dialogue avec la société civile qui est extrêmement diversifiée. Je ne dis pas que je le maîtrise, et j'avoue que j'ai du mal, parce que par exemple, le champ des diasporas africaines est extrêmement dispersé, et j'avoue que je n'ai pas la prétention, je cherche, je suis à la recherche quelque part d'une pierre philosophale que je ne trouve pas, mais on fait pour le mieux, ce qui n'est pas suffisant. Donc là, ne croyez pas que j'ai vraiment l'intention de faire mieux. Si vous êtes bonne pratique, dites-le moi. Je ne suis pas certain d'avoir de bonnes pratiques non plus, mais en tout cas nous testons, c'est peut-être ça effectivement qui est important. Pour répondre très pratiquement et pragmatiquement aux deux questions qui ont été posées sur des objets qui seraient identifiés comme devant faire le fruit d'une démarche de restitution, il n'y en a pas aujourd'hui dans les musées de Marseille. Je précise d'emblée que c'est une préoccupation qui est globale, c'est-à-dire qu'elle concerne les objets, les cultures et les gens qui effectivement ont un lien, j'allais dire, intrinsèquement avec la question coloniale ou décoloniale, mais qu'en fait l'enjeu pour nous, à l'échelle d'un réseau de musées, est beaucoup plus vaste, puisque ça peut aussi concerner, par exemple, les objets qui ont été spoliés ou des œuvres d'art qui ont fait l'objet de spoliation pendant la période de l'occupation nazie ou même pour la période 1933-1945. Donc on se décale en fait, mais les problématiques sont, même si elles sont différentes, les méthodologies peuvent être apparentées sur d'autres champs de collection, par exemple la collection d'art moderne du musée Cantini. Et c'est vrai que je le dis, je suis très heureux d'avoir accueilli récemment une nouvelle conservatrice au sein du musée Cantini qui est parmi nous, je la remercie, qui est Louise Mavigné, et qui, dans son parcours professionnel, a mené de très nombreuses recherches de provenance, plutôt sur les objets et les œuvres d'art dans un contexte évidemment potentiel de spoliation nazie. Ça indique aussi que cette démarche-là, elle est maintenant au cœur des formations professionnelles, elle est au cœur des parcours des conservateurs et conservatrices du patrimoine, parce qu'elle est au cœur de ce que nous menons au quotidien. Donc, sur la question de la restitution spécifiquement, non, ça n'empêche pas que nous travaillons, comme je l'ai indiqué, à des questions de recherche de provenance. Je dis simplement une dernière chose, c'est que moi non plus je ne décide pas. Moi je suis un agent public, je suis fonctionnaire territorial et je n'ai pas la main sur un processus de décision. Je suis un technicien du patrimoine qui doit mener, c'est prévu comme tel par la loi, des recherches documentaires, qui doit répondre lorsqu'un État, c'est ce que prescrit la loi d'ailleurs française, va solliciter un autre État, en l'occurrence la France, pour avoir des informations, voire solliciter une restitution dans ce cadre-là. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait un cadre légal. Mon job à moi consiste à rechercher les traces, rechercher les sources, identifier ce qui est d'ordre du doute raisonnable ou de la certitude, pour ensuite apporter ces éléments techniques aux personnes qui ont un mandat, c'est-à-dire en l'occurrence des élus, et qui effectivement dans un cadre légal et réglementaire vont ensuite trancher sur une possible restitution. Donc c'est vraiment un élément que je tiens à préciser, parce que cette distinction en fait, du processus de la décision, elle est très importante. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle amène, de par ces étapes-là, de par son caractère de multi-acteurs, en fait, l'idée d'une concertation, l'idée d'une discussion ouverte avec un très grand nombre d'acteurs qui sont des ayants droit, qui sont des héritiers, qui sont des diasporas, qui sont effectivement des personnes qui, au sein
des pays d'origine se posent des questionnements. Donc ce n'est pas si technique que ça. Pardon, hein. Ce n'est pas si technique que ça. Nous faisons plus quand même. Alors oui. En informant, en faisant quand même de la communication, notre rôle va un peu au-delà. On est engagé. C'est ce que moi j'appelle du technique. Mais moi, recruter des personnes qui ont des formations dans la recherche de provenance, c'est plus que du technique. C'est un engagement. Mais c'est un engagement qui doit porter sur la technicité. Faire une exposition qui va prendre la question des trajectoires d'objets et dire ce que c'est, ce que c'est pas. Nous exposer. J'expose quand même une collectivité à un moment donné. C'est un choix qu'il faut assumer aussi. J'expose de dire que certains objets, nous en sommes les protecteurs, mais que nous ne savons pas tout. Assumer effectivement cette dimension de méconnaissance, c'est un engagement. Et néanmoins, je crois que c'est important aussi de rappeler ça, parce que c'est un travail scientifique de très longue haleine, c'est un travail culturel de très longue haleine, que d'aller chercher dans les archives, expliciter, aller condenser des sources, les confronter, etc. Mais si tu me poses la question de savoir si je suis engagé, j'ai de l'arrogance de dire que oui, c'est sûr. Et je ne vais pas te dire l'inverse. Mais je crois qu'effectivement, c'est un point important à préciser. Merci pour ces réponses. Je vais vite me retourner vers vous deux, Samia et Yoke. Il y a vraiment cette idée aussi qu'il y a beaucoup d'objets, pour dire artefacts, qui sont porteurs de fraternité face aux ethno-nationalistes. Ils interrogent et permettent le dialogue aussi sur les inégalités, et vous qui êtes vraiment première ligne avec ces populations, la question aussi c'est de savoir comment en fait on fait maintenant, quand on fait de la médiation, comment on apporte ce bagage d'une histoire tout à fait européano-centrée, où on prouve intentionnellement que le regard doit se déplacer, mais ça c'est quand on est avec des scientifiques, quand on est avec des acteurs institutionnels. Les personnes à qui vous parlez, avec qui vous communiquez, ont toujours tendance à être focus sur ce type d'idées. Et donc ma question c'est comment vous faites le lien en fait entre vos expériences de médiation et finalement les questions de racisme et de discrimination qui sont en fait le résultat de toutes ces années, de toute cette histoire. Merci. Merci. Bonne question et pas évident à répondre, mais en fait, j'ai pas trop expliqué comment, parce que pour moi, médiation, c'est très large, hein? C'est un mot très large pour moi. Pour This Is Us, This Is Brussels, en fait, ce sont des interviews individuelles et avec ce matériel, on va créer des nouvelles histoires et on invite les gens de plonger plus à fond dans ces histoires. Donc, quand on fait un entretien avec un Bruxellois, un des 200 qu'on a fait déjà, ce sont des questions sur leur relation avec Bruxelles. Donc pour moi, la réponse, c'est de poser des questions, en fait. Et la première question, c'est la relation avec Bruxelles. Donc, c'est assez ouverte, assez large. Ça peut être une histoire personnelle depuis la naissance ou depuis quelqu'un arrivé à Bruxelles dans un cadre d'immigration, par exemple. Donc ça, c'est déjà toute une histoire qu'on récolte. Deuxième, c'est le regard où elle porte sur Bruxelles aujourd'hui et sur le patrimoine qu'il considère comme important. Et ça, c'est super intéressant parce que quand on parle de patrimoine de Bruxelles, il y a beaucoup de clichés quand même, mais on découvre aussi, donc c'est cette personne qui décide quel est le patrimoine pour moi. Et il y a des classiques, des fêtes religieuses, des coutumes, des traditions dans certains quartiers, mais on découvre quand même aussi beaucoup d'autres choses, des lieux,
voilà, des habitudes qui sont créées dans le temps par la population ou par certaines communautés. Et troisième question, ce sont les questions sur l'avenir que souhaite Bruxelles. Donc, et là, on parle de la mobilité, on parle des parcs, on parle d'écologie, etc., etc. Donc, pour moi, et le racisme, c'est certainement, et les discriminations, c'est certainement un des nous, on peut dire, qu'on entend tout le temps. Donc, certainement, ce sont aussi des thèmes sur lesquels on invite les gens pour vraiment aller à fond. Et pour moi, et ça c'est la dernière chose que je veux dire, c'est aussi créer le nous entre ces habitants, comme toi et moi, autant d'habitants, et les scientifiques, et la société civile, les associations, genre Ancrage. Un exemple, Mal de Pays, j'ai déjà mentionné ça, on a travaillé avec des scientifiques, des psychologues, des gens qui travaillent vraiment sur ce topic, mais aussi des historiens qui peuvent ajouter quelque chose sur ce thème. Donc voilà, c'est poser des questions, de commencer avec une page blanche parfois et découvrir à fur et à mesure les volontés des gens. Et les besoins. Et les besoins, Et ça, c'est un calcul. Hein. Je mets des mots-clés pour chaque interview avec un mouvement, un bouton, et on sait, il y a sur les 200, il y a 42 qui ont mentionné le racisme. On sait que c'est quand même un thème hyper important pour ces 200. Et j'ose dire aussi que les gens les gens qui sont invités pour faire les interviews, ce sont des gens qu'on a choisis basés sur les statistiques et la démographie. Donc ce ne sont pas des gens qu'on connaît, mais c'est vraiment, j'ose dire que c'est la voix de la population. Allez, j'espère de le dire, voilà. C'est en fait le but, en tout cas. Alors, en ce qui concerne l'expérience d'Ancrage, je dirais qu'on a commencé par explorer des quartiers dits sans patrimoine, toujours dans l'espace public. Et finalement, l'ensemble des quartiers nord qui étaient absents de la carte que proposait l'Office du tourisme jusqu'à il y a très peu de temps, étaient donc considérés comme absents et comme sans patrimoine. Donc ça a déjà été un travail de finalement presque de restauration, de réparation, que d'inclure dans nos balades, principalement les quartiers nord. Alors on était en concurrence avec personne, hein, parce que l'Office du tourisme n'avait rien à montrer dans les quartiers nord à l'époque. Et donc ça a été un travail très intéressant. Et il faut citer quand même Christine Breton, qui est conservatrice du patrimoine honoraire, qui a formé énormément de personnes à cette notion de patrimoine intégré, c'est-à-dire de patrimoine que l'on désigne de façon participative. C'est ce que tu disais tout à l'heure, une fontaine de bidonville peut faire patrimoine pour des habitants. Un usage, ça peut être le rouleau à pâtissier, peut faire patrimoine. Et je voudrais citer l'expérience qu'on a eue avec le MUSEM autour de Mix Food, de la grande expo Food, qui est une expo qui travaillait sur la question culinaire, sur la gastronomie. Et là, on a vu tout le potentiel qui existe dans les musées quand ils finalement associent dès le départ dans leur démarche une démarche participative. Et on a fait des banquets, on a fait du jardinage, on a fait un travail incroyable, principalement avec des femmes des quartiers populaires, parce qu'en fait, le travail que nous menons, c'est de remettre la culture populaire au cœur des musées. C'est ça notre enjeu. Et c'est vrai que moi, j'ai une question très simple, souvent que je pose, c'est que ces premiers projets-là, qui ont lieu dans l'espace public, nous permettent d'arriver jusqu'au musée. Par exemple, la balade Marseille Métropole d'Empire, elle finit l'après-midi, c'est la visite de la section orientaliste du musée des Beaux-Arts de Marseille. Et les gens donc arrivent par finalement
un biais qui est celui de l'association, qui est notre proposition d'interroger les empreintes coloniales de Marseille. Et puis là, ils découvrent une collection qui est la leur, en fait. C'est nos collections, les collections de Marseille. Donc, qu'on les interroge et qu'on ait la chance d'être reçus par le conservateur du patrimoine qui nous explique comment il interroge ses cartels, comment il change sa muséographie en fonction de sa propre progression aussi sur ces questions. Moi, ça me semble être vraiment un élément très, très important. Et souvent, ce que je dis, c'est que quelle a été ma première émotion au musée? Quand on entre par cette question, on se rend compte que beaucoup de gens ont eu dans leur première émotion au musée un objet qui est un objet de leur quotidien. Parfois, une Madeleine de Proust, ça peut être... moi, c'était le nécessaire de la mariée, de la dot, qui était au musée d'art africain et océanien, mais à l'époque, il était à Paris, à la Porte Dorée. Et ça, c'était des choses que je connaissais, le karatub, tout le nécessaire qui permet à une femme, à une jeune mariée, d'aller au hammam. Ça, je me disais, mais qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi c'est là? Et je pense que ces objets qui nous interrogent et qui créent de l'émotion, c'est rarement les façades ou l'aspect monumental, donc il faut continuer à ouvrir les portes et les fenêtres, je suis assez d'accord avec ça. Aujourd'hui, quelle forme ça prend? Aujourd'hui, ça prend principalement la forme de création de contenu et de contenu que nous produisons à partir de la réalisation également d'entretiens, d'une collection d'archives orales qui me semble très importante à poursuivre pour continuer à interroger et à valoriser finalement ces patrimoines qui sont multiples, divers et qui restent à être révélés. Merci à tous. Un peu dans l'embarras parce qu'on ne l'a pas encore évalué et on est en train aussi de travailler pour l'améliorer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est un outil qui demande une médiation parce que c'est vraiment, il mentionne des exemples de racisme dans le langage et ça mentionne aussi des exemples d'événements, d'incidents qui ont eu lieu. Et ça demande la médiation. Le but, c'est de trouver un moyen pour que le visiteur lambda aussi comprenne. À mon avis, maintenant, c'est quand même assez... moi, toujours, quand je passe avec des visiteurs, je parviens à faire un récit et à le mentionner. Mais les gens qui passent sans, c'est quand même 70% de visiteurs, plus ou moins, c'est plus douteux. Et donc là, je ne suis pas sûr que l'on atteigne notre but. Ça, je veux dire. Mais c'est un processus, encore une fois, et je travaille avant tout aussi pour trouver des sous pour le faire. Mais je vais les trouver. Il n'y a pas de problème. La médiation, pour moi, idéalement, il y aurait 100% de médiation dans un musée. Malheureusement, on n'a pas les moyens. Je peux dire qu'autant de visiteurs de cette salle, on l'a visité en famille avec mon frère et ma mère et tous les petits-enfants qui sont adolescents en fait. Et je dois dire, au minimum, je peux dire, et nous sommes une famille blanche, qui souffre pas de racisme. Voilà, ça on doit dire aussi, bien sûr. Mais ça nous invitait vraiment de beaucoup de réflexions toute l'après-midi, je dois dire. Donc voilà, ça c'est le minimum. Merci. Voilà, que j'ai vécu avec cette salle. Je crois que la parole est à la salle. Oui, vous m'avez du coup devancé. C'était spontané, ouais. C'est très bien. C'est très bien, une très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions dans la... Parce que j'en ai d'autres aussi. Peut-être je me présente, c'est peut-être mieux. Bon, moi je travaille au MUSEM comme chargée des publics du champ social et du handicap. Et dans mon passé, j'ai fait partie de l'équipe d'accueil au moment de l'ouverture du Quai Branly.
J'ai choisi à l'école du Louvre Art des Amériques parce que, donc ça c'était il y a 20 ans maintenant, parce que l'idée de rencontrer des cultures différentes de la mienne, c'était ce qui me passionnait. Et donc j'ai appris à l'école du Louvre une culture qui m'a été enseignée par des Blancs, qui essentiellement racontait la rencontre des Blancs avec d'autres cultures qui globalement n'ont pas compris. Et donc je suis restée comme ça pendant des années. Et puis depuis 4 ans, je reçois les enseignements, je le dis vraiment avec la manière de faire, la philosophie d'un homme médecine amérindien qui est très impliqué qui a été très impliqué au sein de l'ICOM et qui du coup connaît très bien le rôle des musées. Et moi, tous les échanges que j'ai eus avec lui, avec les aînés qui ont été rassemblés à un moment des différentes Amériques, ça m'a complètement bouleversée sur moi, je suis censée faire venir des gens qui viennent de cultures différentes dans un musée qui globalement les traumatisait. Parce que je vais vous l'amener comme ça, qui globalement peut les traumatiser parce qu'on sait à peu près travailler sur les récits dans les musées, mais on commence juste à comprendre l'impact émotionnel concret. Et qu'on n'est absolument pas encore outillé pour vraiment mesurer tout l'impact émotionnel qu'on crée dans les musées. On commence juste à comprendre le rôle que la médiation a sur l'éducation aux émotions. Et du coup, moi, ça m'a remis vraiment, j'en ai parlé avec Samia, j'ai été plusieurs mois, il y a 1 an, je ne savais pas. Je me dis, mais moi, je m'en vais, je change de métier, c'est pas possible, je peux pas contribuer à ça. Et quel est l'outil qu'il nous a proposé pour qu'on comprenne vraiment le choc du départ des objets? Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une constellation familiale, qui est un outil en psychologie. Je sais, parce que du coup, pour moi, ça relève là maintenant de la psychologie pour comprendre ce qu'on fait. Et je me souviens d'avoir eu la chance, justement, dans les années 2000, d'avoir une prof québécoise qui était muséologue et psychologue et qui commençait à faire justement des études d'impact sur la psychologie des visiteurs. Mais finalement, je trouve que ça n'a pas été beaucoup plus loin au niveau de ces études, ça avait été beaucoup repris cet angle-là pour la suite. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont proposé sur un des stages que j'ai fait avec cet homme médecine et sa femme, parce que l'équilibre des 2 paroles, homme et femme, est hyper importante dans ces cultures. Amérindienne, voilà, c'est de proposer au départ de mettre c'est une civilisation du circulaire où l'objet est au centre pour créer du lien entre les personnes. On a commencé par enlever les objets, et ça je pense que tout le phénomène de colonisation est similaire dans à peu près tous les espaces, on a enlevé les objets. Et puis je pense que vous savez la question des pensionnats autochtones, où on a enlevé les enfants. Et où, on peut le dire, ça continue de se faire dans plein de lieux où on considère qu'ils ne savent pas éduquer les enfants. Je pense qu'on peut regarder aussi en Europe ce qui se fait à l'ASE des communautés et on peut regarder ce que fait l'ASE toujours en Europe sur cette question-là pour la France. Nous, on a vécu ce truc-là en étant avec les rôles des enfants, les rôles des femmes, les rôles des hommes. Et lui a joué le rôle de celui qui enlève l'objet et qui enlève les enfants. Il a vécu, lui il a été dans les pensionnats autochtones. C'est un rôle qui se donne, qui est violent, pour nous faire comprendre le ressenti. Et pour moi, en fait, je suis partagée entre est-ce que je refais ça avec des publics, parce que pour moi, c'était l'expérience la plus parlante que j'ai pu avoir, c'est-à-dire qu'on a enseigné à pleurer. Enfin, moi, j'ai compris l'alcoolisme. J'avais un rôle d'homme, j'ai compris l'alcoolisme, j'ai compris le fait que où est ma place, je comprends pas, on me propose un autre fonctionnement, je n'ai pas ma place dans ce fonctionnement-là, et puis de toute façon, ma dignité m'a été enlevée, mon rôle de protection m'a été enlevé, donc qu'est-ce que je fais maintenant de ça? Et du coup, ça a été vraiment la compréhension par un truc qui n'est pas ça, qui est le corps. C'est tout le principe de la constellation familiale et là de cette constellation systémique, c'est de ne pas passer par ça, c'est de passer par ce que l'être humain a pour ressentir, c'est-à-dire son corps humain. Voilà mon interrogation. J'avais envie de le partager avec vous parce que du coup, j'ai quand même l'impression qu'on bosse seul. Et c'est bien, il y a certaines communautés qui viennent pour dire des choses. Il y a eu un article tout à l'heure qui m'a fait mal en me disant que oui, telle personne était forcément anarchiste de proposer tel ou tel truc. Je vous jure, j'ai lu ça en disant waouh, je
je ne sais pas les idées politiques de la personne, mais remettre en cause une forme de conception d'usage d'un objet par une communauté, ça me semble quand même être un énorme raccourci que de dire que la personne est anarchiste, quoi. Et là, même si... C'est pas grave d'être anarchiste en plus. Non, c'est ça. Non, mais tu vois, dans le rôle de cataloguer vite fait, parce qu'on remet en cause quelque chose, quoi. On remet en cause quelque chose, donc de toute façon, on va cataloguer au plus extrême qu'on connaisse, parce que je pense que c'est ça. Et voilà, mon interrogation, c'est quelle est la place qu'on donne au ressenti. Parce que c'est bien, il y a ceux qui vont oser prendre la parole, et qui donc du coup vont le faire avec les outils des blancs que nous sommes. Parce que globalement, pour qu'on les entende, on leur demande d'utiliser le même langage que nous pour qu'on les entende et qu'on les considère comme légitimes. Je me posais la question de ce musée d'art contemporain, on disait mais il est art contemporain au sens de l'art occidental en fait, et pas de l'art africain. Excusez-moi, je me posais cette question-là. Une question. Les publics que tu accueillais, ils étaient migrants ou ils vivaient en France? Oui, ils vivaient en France. Depuis combien d'années? Ça dépend, plein de situations différentes. Et du coup, je me posais vraiment cette question, tu vois, quel est moi mon impact? On me demande de faire venir les publics au musée, et je me posais Ça cette question. dépend aussi du public, je veux dire, même si il a l'apparence extra-européenne, ayant vécu en France, peut-être qu'il a les mêmes codes et la même manière de regarder les objets que peut-être que vous pourrez l'avoir. Donc c'est aussi une projection d'une culture qui n'est peut-être plus la leur, parce que ils ont donc eux aussi, je veux dire, fait voyage et aussi adopté la culture, on va dire, de la terre d'accueil. Donc, comme ces objets, ils ont l'apparence d'objets cultuels, ils semblent être d'origine de ce pays, mais à l'intérieur, ils sont peut-être différents. Ça, je comprends très bien. Sinon, c'est juste. Mais ça, j'entends et j'avais vraiment cette perception-là. Mais j'ai aussi face à moi des gens qui n'ont pas ces codes-là. Et qui, du coup. Mais en fait, si je peux me permettre d'intervenir, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu décris, ça pose la question de la formation des conservateurs, des professionnels du patrimoine en général. Ça pose la question de l'injonction sur, quand même, qui est très forte, y compris dans la loi NOTRe et la LOLF, etc., de catégorisation des publics, surtout quand on est en charge il y a une injonction très forte à diversifier les publics. Nous, en tant qu'association, on est très sollicités comme ça aussi. Ah, mais j'ai besoin de primo-arrivants, de personnes qui viennent d'arriver, peut-être les stagiaires en FLE, peut-être les femmes immigrées en pied de cité, peut-être, etc. C'est logique, hein, c'est logique dans le sens où notre environnement aujourd'hui nous incite à penser en termes de catégorisation publique. Et là où je te rejoins, c'est que supposer qu'une personne qui vient d'arriver d'Afrique, donc primo-arrivante, réfugiée, etc., et une personne qui est née comorienne en France, d'origine comorienne en France, vont avoir les mêmes perceptions, vont avoir les mêmes rapport à une œuvre ou quelque chose, c'est effectivement totalement erroné. Et ça me permet de revenir sur la question du racisme. Parce que finalement, le racisme, c'est un héritage colonial. Ça, c'est une évidence. Ça fait partie c'est une forme endémique de représentation coloniale. Et déconstruire ce racisme colonial, c'est un travail de longue haleine, qui est un travail d'éducation, de formation, etc., de rapport à ce qu'on appelle la race sociale, et pas seulement balayer d'un revers de la main la question du racisme en disant il n'y a pas de race, donc il n'y a pas de racisme. C'est un peu l'écueil dans lequel on est en France et dans lequel on essaie de finalement survivre en se disant on a réglé ce problème, alors qu'on voit bien que toutes nos institutions, que ce soit l'école, que ce soit les musées, que ce soit d'autres milieux très très éloignés du patrimoine comme la santé, c'est extrêmement bien documenté. On sait qu'il y a des biais culturels dans l'accompagnement aux soins. Donc tout ça, c'est un effet très important à prendre en compte. Et puis quelque chose que tu évoques, Manuela, qui pour moi est vraiment essentiel, c'est les effets psychosociaux du racisme. Qu'ils soient finalement transmis dans un cadre patrimonial, qu'ils soient transmis dans un cadre scolaire, qu'ils soient transmis dans un cadre familial, puisque ça existe aussi. C'est toute notre société qui doit prendre en compte cette dimension-là. Et force est de constater que les premiers musées ethnographiques
renforcer des biais racistes. Donc, décoloniser pour moi ces questions-là, parce que vous avez raison, il y a plein de sens derrière le mot décolonial, c'est intégrer le travail que nous avons tous à faire, y compris nous qui sommes racisés, mais issus de, etc., par rapport à cette question, parce que nous sommes aussi les produits de l'école républicaine, donc on a aussi nous-mêmes intégré des éléments, peut-être sur d'autres cultures, peut-être on est sensible quand il s'agit de la nôtre, et peut-être qu'on est moins sur d'autres. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui concerne l'ensemble de la société, et qui donc interroge pas seulement les professionnels du patrimoine, interroge les psychologues, interroge... Voilà, nous, notre solution à Ancrage, c'est aussi de proposer des formations sur ces questions-là, parce qu'on se rend compte à quel point l'ensemble de la société, en fait, est imprégné de ce racisme colonial. Et donc, je t'en prie. Je ne parlais pas forcément de racisme, c'est plutôt une forme d'ignorance, en fait, de la culture de l'autre. C'est pas forcément une question de racialisation ou de racisme. Oui, de représentation. Exactement. C'est simplement apprendre de la culture de l'autre et savoir simplement qui on a en face de soi avant justement de rentrer dans une éventuelle relation avec eux. Et toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu veux bien témoigner du travail que tu as fait autour des escaliers de la gare Saint-Charles? Oui. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Rose Frigère. Je suis artiste, médiatrice, art-thérapeute. Et pour commencer en élément de réponse, je reviens à ce que tu as dit par rapport à un choc émotionnel artistique. Mon travail artistique a commencé, on va dire, à cause de cette réflexion. J'avais 16 ans quand je commençais à venir à Marseille. Et donc je prenais le train avec ma mère pour venir acheter des mèches pour me faire tresser. Et donc j'arrivais à la gare Saint-Charles. Et donc il m'arrivait, comme tout le monde, de voir ces statues et en fait de les trouver sublimes, très belles. J'avais l'impression que justement Marseille accueillait des personnes afrodescendantes d'une manière hyper élégante, et notamment une femme. J'avais l'impression que c'était une reine. Je comprendrais plus tard que c'est l'histoire un peu plus complexe que ça, et notamment un peu plus violente. Et en fait, c'est la violence que j'ai éprouvée quand j'ai découvert réellement qui elles étaient, toute l'histoire qu'il y avait autour justement de leur construction, également comment elles sont représentées dans l'espace public. Il n'y a pas simplement la question de la nudité, il y a aussi la question de la hiérarchisation par rapport aux deux autres statues qui sont présentes, qui est très importante, même plus importante que la nudité, et aussi le fait des inscriptions qui sont inscrites en dessous de ces statues. Il y a écrit colonie d'Afrique et colonie d'Asie. Donc pour moi, ce sont donc des statues qui sont à la fois à la porte d'entrée de Marseille et qui en fait m'ont permis de rentrer dans l'histoire de la ville de Marseille en lien avec son passé colonial. D'où en fait l'importance des objets, on va dire patrimoniaux, matrimoniaux, et aussi le plus important c'est ce qu'elles racontent et aussi qui les regarde et qui raconte l'histoire. Et aussi l'histoire que l'on véhicule autour d'elle. Et ça rejoint aussi ce que vous, je pense, j'ai pris des notes mais je ne vais pas regarder, ce que vous disiez sur les objets, sur parler de la décolonisation. Mais quand on parle, pour parler de la décolonisation, je pense que c'est mon travail justement, c'est de parler de la colonisation. C'est qu'est-ce que c'est, qui sont les pays qui sont impliqués, comment elle s'est déroulée, qu'est-ce que cela veut dire, parce que ces escaliers, ils sont très intéressants parce qu'ils permettent de répondre à ces questions. Il y a à la fois écrit Marseille, colonie de Fossé, et en dessous il y a écrit colonie d'Afrique et colonie d'Asie. Mais ces deux colonisations n'ont pas la même portée symbolique. Elles ne représentent pas la même chose. Et donc, ça revient aussi à l'histoire des cartels, qui est très important, qui en fait, pour ma part, c'est aussi de
avant d'expliquer ce qui est, il faut déjà ce que c'est. Qu'est-ce que c'est quoi. Et donc en fait, je fais des performances pour revenir, pour revenir donc sur mon travail artistique. Donc je travaille justement à révéler ce que c'est que l'histoire coloniale, avant tout, en utilisant des outils artistiques que je décolonise parce que j'utilise des vieux objets occidentaux pour justement me les réapproprier en tant que personne racisée. Mais ça, c'est la décolonisation des outils qui ont déjà été utilisés dans l'histoire de l'art. Mais en tout cas, mon travail actuellement, c'est vraiment de parler de cette histoire. Parce que je pense que personne ne sait réellement ce que c'est que la colonisation, à part le milieu scientifique, à part les universitaires, mais comme vous aimez à le dire, la société civile ne sait pas ce que c'est. Et je pense qu'elle le demande, et c'est pour ça qu'elle est dans une colère aussi, parce qu'il y a un déni, il y a un silence de la part des autorités de ne pas expliquer ce que c'est. Y compris à l'école où on a plutôt la phase de la conquête coloniale qui est enseignée, et encore ces 2 heures dans le programme d'histoire de terminale par exemple, et des décolonisations, mais pas vraiment cette période coloniale et ce qu'elle a généré en termes de violence, parce qu'il y a un mot qu'on a très peu utilisé mais qui est extrêmement important, c'est celui de la violence coloniale. Oui, juste si je voudrais quand même une chose. Il y a 20 ans, une majorité des Belges trouvaient que la colonisation, finalement, ça avait apporté beaucoup de bien. Aujourd'hui, c'est devenu une minorité. Donc la société, elle évolue très lentement, mais il y a une évolution, en Belgique au moins. J'ai trouvé ça quand même une statistique importante. Ce n'est plus la majorité. Donc, pour moi, en tant que musée qui essaye de faire un travail pour justement sensibiliser, informer, et surtout de travailler beaucoup avec les jeunes, c'est important. On n'y est pas, hein. On est loin de l'objectif, mais il y a quand même une évolution. Moi, je n'accepterai pas en tant que citoyen que la société ne puisse pas évoluer là-dessus, sinon on est très mal. Et je sais qu'on est très mal. Je lis les journaux, je vois ce qui se passe avec la politique, mais je ne désespère pas. Merci. Je voulais juste dire qu'effectivement, cette importance de la contextualisation est plus que dans ma thèse, j'ai quand même à mon échelle restitué toute ancienne colonie confondue, mais restituée, c'est-à-dire que je leur ai redonné un nom, je leur ai redonné une activité, je leur ai donné un visage. Donc j'ai pu redonner des expériences de vie dans ces expositions coloniales. Mais je ne peux d'expliquer ces parcours de vie sans contextualiser ce que sont les expositions coloniales. Et d'autant plus, une table ronde où en fait, et ça m'avait profondément choquée, mais où en fait tous les c'est-à-dire faire de l'histoire d'en haut et de ne même pas envisager ce qui se passe en bas, parce que c'est clairement je sais mes engagements, je sais l'histoire que j'ai envie aussi de restituer et comment je la restitue. C'est beaucoup trop sensible, effectivement, et beaucoup trop dangereux de replacer pour mon exemple. Ah bon, ben voilà, j'ai retrouvé 175 noms, il s'appelle tant, et puis basta, on passe à autre chose. Critiquer et apporter ce nouveau regard qui effectivement amène à cette société d'aujourd'hui dans laquelle on est. Voilà. Je dirais juste que je suis très d'accord avec ça, cette idée qu'en fait parler de décolonisation est un phénomène important et effectivement dans toute la complexité sémantique et conceptuelle de cet outil, de ce regard particulier, mais que la nécessité de parler de colonisation prime, en tout cas elle doit être faite en même temps. Et c'est vrai que, alors c'est très modeste, hein, mais ce qui est présenté dans mon panorama qui veut évoquer un travail qui est mené dans l'ensemble des musées à Marseille, c'est
c'était vraiment ça le point de départ, c'est de se dire, mon Dieu, mais quand je commence à regarder les catalogues, quand je commence à regarder les objets que nous avons, mais en fait, elle est partout. Et ça a été un choix que je n'ai pas fait seul, hein, mes collègues l'ont fait pour certains d'entre eux avant moi, que de dire, bon, bah, en fait, il y a un sujet, on le partage tous, et des objets immédiatement connectés à ce contexte, des objets plus lointains, donc il faut le mobiliser, il faut le solliciter, il faut l'expliciter, et si possible, avec cette transversalité des objets qui permet de décliner en fait les différentes facettes du phénomène au sens très très large. Et c'est vrai que, je le redis, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut assumer et qui n'est pas évident. Moi j'ai vraiment hâte qu'on commence le travail sur la refonte du parcours du Mahoua au 2e étage de la Charité. Parce que, alors, on se confronte après à la question des moyens et des moyens publics, et ils ne sont pas aussi nombreux et florissants que ce que l'on voudrait, donc on prend du retard. Mais néanmoins, voilà, il y a tout ça à reposer parce que il y a le manque de lumière dans les salles. Pour moi, c'est déjà un phénomène qui a quelque chose à partir avec le phénomène colonial. Le fait qu'effectivement, il y a différentes voix qui ne s'expriment pas et liées à ça comme une forme d'ersatz ou comme une poursuite de ça. Et puis la réinterrogation de certains grands donateurs dans leur parcours, dans leur complexité, dans leur trajectoire. Qu'est-ce qui, à un moment donné, relève de la géographie et relève du scientifique. Enfin, voilà. Il y a des choses très intéressantes qui ont été redécouvertes dans les archives par Bénédicte Savoie sur certains des donateurs du musée. Il va falloir qu'à un moment donné, on traite de ça aussi. Eh bien, sur ce chantier qui reste à faire pour tout le monde, je tiens à remercier donc nos 4 intervenants pour ces éclairages et surtout ces notions qui sont importantes. Moi, je retiens aussi vraiment cette idée de processus, c'est-à-dire que tout n'est pas tout à fait acquis, mais les réflexions sont là pour justement développer et mieux questionner ces enjeux. Je tiens aussi à remercier les musées de Marseille pour l'accueil dans cette jolie salle de conférence et je vous remercie à vous pour votre présence. Merci.